Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce vendredi. La Catalogne est-elle en train de s'embraser après plusieurs nuits de violence? Une grève générale était organisée. À l'approche de nouvelles législatives, la crise fragilise Pedro Sánchez qui condamne les violences. Vous entendrez aussi les réactions d'un délégué du gouvernement catalan. Suspense pour Boris Johnson après avoir conclu un nouvel accord de Brexit avec Bruxelles. Le Premier ministre saura demain si le Parlement l'approuve. Le vote s'annonce serré. Qui sont les parlementaires en mesure de faire basculer le vote? Toutes les réponses dans un instant. Au Liban, le gouvernement de Saad Hariri a appelé à la démission. Des milliers de manifestants se sont mobilisés contre une taxe sur les applications de messagerie téléphonique. Mais la colère vise plus largement la classe politique. Le Premier ministre a donné à son gouvernement 3 jours pour réagir. Et puis une rencontre avec le réalisateur américain Francis Ford Coppola. La légende du cinéma est l'invité d'honneur du Festival Lumière 2019 qui s'achève ce week-end à Lyon en France. Euronews était aux côtés du parrain du 7e art. La Catalogne est depuis une semaine le théâtre de violences. Une grève générale était organisée aujourd'hui. Point d'orgue de cette mobilisation des indépendantistes catalans contre la condamnation de leurs dirigeants. Des marches ont convergé vers Barcelone. À moins d'un mois des élections législatives, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, tente de reprendre la main dans la crise. On fait le point avec Stéphane Amalian. Certains ont pris la route dès mercredi. En ce vendredi de grève générale, au moins 7 autoroutes ont été coupées en Catalogne. Les manifestants indépendantistes convergent des 4 coins de la région vers Barcelone, après 4 jours de violence qui ont plongé la région dans le chaos. Des mouvements condamnés par Madrid. Les coupables d'actes de violence seront identifiés et traduits en justice pour qu'ils reçoivent les peines qu'ils méritent. Il n'y aura pas de place pour l'impunité après les actes de violence que nous avons vus ces jours-ci dans des villes de Catalogne. Les tensions entre Madrid et Barcelone ont augmenté depuis que la Cour suprême espagnole a condamné lundi 9 leaders catalans à de la prison. La région est aujourd'hui paralysée, les transports en commun sont touchés par le mouvement. Je vais travailler parce que je suis travailleur indépendante. Je comprends, je respecte cette situation. Si nous ne réagissons pas tous ensemble, l'indépendance n'interviendra jamais. Mais j'ai besoin d'aller travailler. Je ne suis pas d'ici, mais ils ne laissent pas les gens aller au travail, ni même en formation. J'y vais, mais je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai payé cette formation depuis longtemps. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils étaient à la fois fâchés et tristes de ce qui se passe, en particulier à cause de ces images de violence. D'autres nous ont dit que la seule façon pour eux de se battre pour leur objectif est de descendre dans la rue comme ils le font. Mais ils sont aussi très préoccupés par la réaction de la communauté internationale sur le tourisme, principal revenu pour la ville. Après les affrontements de la nuit dernière, la Fédération espagnole de football a annoncé que le match opposant le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu le 26 octobre, était reporté pour des raisons de sécurité. Et ce soir, nous recevons dans ce journal Daniel Camós, représentant du gouvernement catalan en France. Bonsoir, merci d'être avec nous dans Euronews Soir. Alors, on vient d'entendre dans ce sujet la réaction du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui condamne les violences. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Écoutez, je pense que le mouvement pour l'indépendance ou pour le référendum en Catalogne a toujours condamné les violences. Nous continuerons à le faire. Nous le ferons dans le futur. Nous l'avons fait le 1er octobre 2017 quand la police espagnole a matraqué sur la tête des citoyens qui avaient un bulletin de vote dans la main pour tout simplement le mettre dans une urne. Nous avons condamné lundi passé la sévérité, la violence, si vous me permettez l'expression, de la sentence du tribunal suprême espagnol à plus de 100 ans de prison cumulée pour des femmes et des hommes démocrates, pacifiques et civiques. Et nous condamnons bien évidemment les images que nous avons vues en fin de journée ou pendant la nuit dans les dernières 48-72 heures à Barcelone. Alors Quim Torra, le président catalan, a lui appelé à un nouveau vote sur l'indépendance de la Catalogne. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que vous pensez pouvoir y parvenir ? Et si oui, comment ? En Catalogne, il existe 2 grands consensus. Ce que toutes les enquêtes nous disent, c'est qu'autour de 80% de la population des Catalans pensent qu'un référendum pourrait être une sortie raisonnable à l'impasse actuelle entre le Royaume d'Espagne et la Catalogne. Ce qui est très clair, et je pense que tout le monde pourrait être d'accord sur ça, c'est que la solution à cette impasse, à cette crise politique grave, passera par le dialogue, par la table de négociation.
Donc ce que moi je demanderais à M. Sanchez, c'est de revenir à la table de négociation de laquelle il est parti depuis près d'un an maintenant, depuis qu'il a convoqué de nouvelles élections au mois d'avril 2019. Merci beaucoup Daniel Camos de nous avoir réservé cet entretien sur Euronews. Et si la longue saga du Brexit trouvait son dénouement demain, c'est en tout cas ce qu'espère Boris Johnson. Le Parlement britannique votera sur l'accord de Brexit scellé avec Bruxelles hier, mais cela s'annonce compliqué. Quelles sont les forces politiques en présence? On va tenter d'y voir plus clair avec notre journaliste Alasdair Sanford. Alasdair, bonsoir. Alors le Premier ministre ne dispose plus de la majorité. Qui est en mesure de faire basculer le vote? Alors c'est un problème complexe. On sait que le gouvernement de Boris Johnson n'a pas de majorité. En fait, avec tous les opposants, on peut dire que c'est effectivement une minorité avec une quarantaine de voix dont il a besoin. Où vont venir ces votes? Alors il y a les unionistes du Democratic Unionist Party. On sait qu'ils sont contre cet accord. Donc, il a besoin de chercher du soutien ailleurs. Dans son propre parti, le parti conservateur, il y a les fameux eurosceptiques qui étaient toujours contre l'ancien accord négocié par Theresa May. Maintenant, plusieurs pourraient voter avec Boris Johnson pour cet accord, même si ce n'est pas trop loin d'anciennes propositions. Ces eurosceptiques veulent absolument sortir le 31 octobre, ils ne veulent pas encore un retard. Après, il y a les anciens rebelles conservateurs, ceux qui étaient expulsés récemment parce qu'ils étaient contre No Deal, ils ont opposé au gouvernement. Mais certains sont pour un référendum, ils vont voter contre l'accord, mais d'autres pourraient voter pour parce qu'ils veulent un accord et ils acceptent la sortie de l'Union européenne. Finalement, il y a l'opposition, les partis travaillistes, les leaders, Jeremy Corbyn et d'autres, ont fait appel pour voter contre. Pourtant, plusieurs députés viennent des circonscriptions où les gens ont voté massivement pour Leave, pour sortir de l'Union européenne. On pense que Boris Johnson aura besoin de peut-être une vingtaine. Finalement, il y a une espèce de Brexit fatigue. Les gens en Europe et surtout au Royaume-Uni, ils en ont marre. Ils veulent en finir avec tout ça le 31 octobre. Pourtant, attention, les opposants disent que cet accord, c'est un très mauvais deal. Mieux lutter contre le Brexit, contre cet accord, parce qu'en jeu, c'est l'avenir du pays pour des années, voire des décennies à venir. Merci Alasdair. Et si le texte est rejeté, une loi votée en septembre contraint le gouvernement à demander un nouveau report du Brexit à Bruxelles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. Et vous pourrez bien entendu suivre ce vote demain sur Euronews. Et si l'accord de Brexit est bouclé, le Conseil européen qui s'est achevé à Bruxelles avait d'autres dossiers sur la table. On vous parlait hier du budget européen. Aujourd'hui, c'est l'élargissement de l'Union européenne qui divise les 28. Ils ont échoué à s'entendre pour engager les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. La France, notamment, s'y est opposée. Les explications à Bruxelles de Grégoire Laurie. Emmanuel Macron reconnaît les efforts de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Mais le président français estime que tous les progrès demandés ne sont pas encore réalisés. Pour le dirigeant, la question de l'élargissement dépasse le cadre des deux candidats. Emmanuel Macron souhaite une réforme de l'Union européenne avant d'accueillir de nouveaux États membres. Il souhaite aussi une refondation du processus d'adhésion, un processus qui doit être davantage politique et surtout réversible. Au Liban, des milliers de personnes ont manifesté la nuit dernière contre le gouvernement qui voulait taxer les appels effectués via des applications de messagerie Internet. Le gouvernement libanais a cédé face à la pression, mais ses revendications sont beaucoup plus larges. Les manifestants appellent à la démission de Saad Hariri. Ce dernier a laissé 3 jours à son gouvernement multiconfessionnel pour réagir. Les explications de Maxime Bios-Duplan. Le face-à-face s'est poursuivi toute la journée au Liban entre forces de l'ordre et manifestants. Entamés jeudi, les appels à la démission du gouvernement ont continué ce vendredi. À Beyrouth et dans d'autres villes du pays, des rassemblements ont eu lieu. Les principales autoroutes ont été bloquées et les banques et de nombreux établissements publics sont restés fermés. Crise économique, coût de la vie, manque d'infrastructures et corruption des dirigeants sont dans le viseur de la population. Je dois suivre une dialyse des reins régulièrement et avec la crise de l'essence, je priais les stations de me donner de l'essence pour aller à l'hôpital, mais elles ne voulaient pas. J'en ai assez, je suis une femme malade. J'ai envoyé mon fils à l'étranger, mais il ne s'en sort pas. Et moi, j'ai les factures de la pharmacie, de l'essence, les banques.
Je n'y arrive plus. Le déclencheur de ces violentes manifestations, c'est une taxe que le gouvernement a tenté d'imposer sur les messageries Internet type WhatsApp. Dans un pays où les télécommunications sont déjà parmi les plus chères de la région, cette nouvelle taxe a très mal été accueillie. Elle a été immédiatement retirée. Saad Hariri, le Premier ministre libanais, a dit entendre le message de la rue. Il s'est donné 72 heures pour prendre une décision. Retour en France, à Lyon précisément, où les catholiques ont été ébranlés ces dernières années par les affaires de pédophilie. Le cardinal Barbarin avait été condamné par la justice pour avoir couvert des agissements d'un prêtre de la région lyonnaise. Le diocèse de Lyon a depuis décidé de réagir en ouvrant une plateforme sur Internet. Objectif, développer la prévention et l'aide aux potentielles victimes. Qu'en pensent justement les associations de victimes? Récit signé Nathan Joubiou. C'est une petite révolution dans le diocèse de Lyon. Ternie par l'affaire Barbarin, l'église de Lyon a lancé jeudi la plateforme Agir ensemble contre les abus sexuels. Une plateforme censée aider les victimes en les encourageant à sortir de leur silence via une procédure de signalement. Ce site est une réponse au scandale à répétition qui touche l'église lyonnaise depuis plusieurs années. En juillet dernier, le tribunal ecclésiastique avait renvoyé le père Prénat à l'état de laïc. Le cardinal Barbarin a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Avec ce site, le diocèse de Lyon encourage la dénonciation de ces actes, mais François Deveau, président de la Parole Libérée, remet en cause la bienveillance de l'intention de ce process. Je pense qu'avant de faire cette démarche-là, il y a des décisions de bon sens qui doivent être prises et qu'en aucun cas le diocèse de Lyon peut être légitime dans la mise en place de cette plateforme dès lors que son premier représentant est condamné en première instance pour non-dénonciation de faits d'agression sexuelle sur mineurs. Cette plateforme ne s'adresse pas seulement aux victimes et au monde catholique. La parole n'en sera que plus facile si ces vidéos sont vues et partagées. Et comme chaque soir à présent, nous vous proposons de faire un tour d'horizon des sujets traités par les autres éditions linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Caos y confusión en Culiacán, convertida en una auténtica zona de guerra este jueves entre sicarios. L'équipe espagnole revient sur ces scènes de guerre et de bataille armées qui ont opposé la garde nationale mexicaine et les hommes d'El Chapo dans l'ouest du pays. Les policiers voulaient interpeller Ovidio Guzmán, l'un des fils du célèbre parrain de la drogue. Des membres surarmés du cartel ont ouvert le feu. Le fils d'El Chapo a finalement été libéré. Lui et ses frères contrôlent désormais le puissant cartel alors que leur père purge actuellement une peine de prison à vie aux États-Unis. Para bloquear la ciudad. 30 presos se fugaron de la cárcel. Im Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden hat die Polizei die Festnahme eines weiteren... Nos confrères allemands, de leur côté, se sont intéressés aux suites de l'affaire de cette famille néerlandaise qui a vécu reclus, coupé du monde pendant 9 ans. Tout a commencé quand un des fils, âgé d'environ 25 ans, s'est rendu dans un bar du village. Dans un état décrit comme confus, la justice suspecte le locataire de la ferme d'avoir retenu les membres de la famille contre leur gré. Un juge néerlandais a ordonné hier son maintien en détention. Beziehung sie zueinander stehen. Die Polizei hatte sich in den Fall eingeschaltet, nachdem ein junger... Et puis toute autre chose à présent, si vous êtes à la recherche d'une maison pour vos vacances de la Toussaint, pourquoi ne pas louer la maison de Barbie ou plutôt une reconstitution améliorée de la cultissime maison qui sert de jeu aux enfants, comme le rapportent nos collègues grecs. Elle se situe à Malibu, en Californie. Elle sera proposée à la location sur Internet pour quelques nuits. Une opération qui vise à promouvoir le 60e anniversaire de Barbie. Retour à Lyon, où la ville des Frères Lumière accueillait cette semaine une légende du cinéma américain. Cette année, c'est Francis Ford Coppola qui est mis à l'honneur du Festival Lumière 2019. Le réalisateur des Parrains, d'Apocalypse Now ou encore de Dracula doit recevoir le prix Lumière après Quentin Tarantino ou encore Pedro Almodovar lors des précédentes éditions. Notre journaliste Frédéric Ponsard l'a rencontré. C'est ce vendredi à Lyon que devait être remis le prix Lumière à Francis Ford Coppola, invité d'honneur du Festival Lumière, qui lui est consacré cette année pour sa 10e édition.
Le parrain Apocalypse Now, c'est comme réalisateur que Coppola s'est rendu célèbre. Mais l'homme est aussi producteur, scénariste et viticulteur. À 80 ans, avec des Oscars, des Palmes d'Or, des Golden Globes, il ne lui manquait qu'un prix remis sur les terres mêmes de l'invention du cinéma. C'est super, je suis déjà venu et j'aime bien venir ici. On n'oublie pas le passé qui a rendu le présent possible. Je ne le prends pas comme une récompense, mais plus comme l'entrée dans un super groupe de gens qui sont venus ici avant et ont fait le cinéma. Un sacré groupe en effet que celui des stars qui ont reçu le prix Lumière. Depardieu, Tarantino, Ken Loach, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodovar, Wong Kar-wai, Clint Eastwood, Milos Forman, Jane Fonda et maintenant Francis Ford Coppola. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue tout de suite sur Euronews et euronews.com. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end.